Notre invité dans la grande interview, c'est Nicolas Bay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. On va bien sûr évidemment parler de la réforme des retraites parce qu'après 2 semaines de débats qui se sont achevés vendredi, les députés n'ont pas réussi à étudier les 20 articles de ce projet de réforme des retraites du gouvernement. Est-ce que finalement le gouvernement il a eu tort d'une certaine manière d'avoir actionné cette procédure accélérée? Est-ce qu'il fallait un peu plus de discussion et de débat? On voit en tout cas que le fait que Emmanuel Macron n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale, finalement, ne permet pas une qualité de débat supplémentaire, ça ne permet pas de gagner en densité, de gagner en qualité de la joute. Finalement, on assiste à des blocages, à des mécanismes de 49.3, des mécanismes d'accélération pour le gouvernement pour essayer de passer son projet. Maintenant, si on va sur le fond du problème, c'est qu'Emmanuel Macron a renoncé en réalité à une partie de sa réforme initiale. Il a fait un changement de pied. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une réforme très similaire à celle qu'avait fait François Fillon en 2008. C'est-à-dire on augmente de 2 ans la durée de cotisation et donc on décale l'âge de départ à la retraite. Fillon l'avait fait en 2008, ça n'a eu aucun effet réel, ça a eu un effet marginal pendant quelques années, mais ça n'a rien réglé du déficit de nos caisses de retraite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la durée de cotisation, ça n'est qu'une variable d'ajustement dans un système de retraite par répartition. Ce qui équilibre un système de retraite par répartition, si on souhaite le garder tel quel, il y a peut-être un autre sujet, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un socle par répartition et ouvrir la possibilité de la capitalisation. Oui. Mais si on veut un système équilibré par répartition, les 2 leviers principaux, c'est l'emploi. Or, on reste à un niveau de chômage élevé et la natalité. Alors, certes, le chômage a diminué ces dernières années, c'est incontestable, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'emplois précaires, qu'il y a beaucoup d'emplois de chômeurs de catégorie A passés en catégorie B, C, D, et qu'en réalité, le niveau d'emploi reste insuffisant en France. Donc dans le texte qui était proposé, finalement, on n'avait pas la capacité à trouver une solution qui, selon vous, était économiquement viable, effectivement, pour les 20, 30, 40 ou 50 prochaines années? Ce qui est certain, c'est que c'est une petite réforme paramétrique qui ne règle pas le problème dans la durée. On voit bien d'ailleurs que la question de l'emploi elle est centrale. Éric Zemmour, pendant la présidentielle, avait fait des propositions, notamment pour sécuriser en quelque sorte l'emploi des seniors jusqu'au terme de leur carrière. Il faudrait mettre en place des mécanismes soit d'incitation fiscale pour les entreprises, soit de pénalisation fiscale pour celles qui ne jouent pas le jeu. Parce que, évidemment, si vous avez des seniors qui n'arrivent pas au terme de leur carrière, ils sont pris en charge par l'assurance chômage pour arriver à le nombre de trimestres nécessaires. Donc en réalité, ce que vous allez gagner sur les retraites, vous le perdez sur un autre compte social qui est celui de l'assurance chômage, donc vous ne réglez rien au fond du problème. Donc, et puis la natalité, c'est quand même un point très important qui a été un peu occulté. On peut mettre en place des mécanismes, incitation sociale, incitation fiscale, des pays comme la Hongrie l'ont fait, pour augmenter la natalité. Ça n'a évidemment pas un effet immédiat, c'est un effet à une génération. Si on est capable d'augmenter la natalité française, eh bien on en verra réellement les bénéfices sur nos caisses de retraite dans 20 ans, à une génération, mais c'est un des leviers les plus importants. Et enfin, on n'en parle pas non plus, c'est la fraude. Parce qu'en réalité, on nous fait toute cette réforme pour gagner entre 12 et 20 milliards par an. Or, on oublie que la fraude sociale représente au minimum 50 milliards d'euros par an. Est-ce que vous auriez voté justement l'article 7 qui n'a pas été débattu par les députés, qui repousse justement l'âge légal de départ à 64 ans, qui est effectivement l'article qui fait le plus parler? Est-ce que vous l'auriez voté, chez Reconquête? Oui, moi je suis député européen, donc je ne vote pas à l'Assemblée nationale, mais tout le monde peut comprendre que si on vit beaucoup plus longtemps, même si l'allongement de la durée de la vie en bonne santé n'a pas augmenté de manière aussi spectaculaire que l'espérance de vie tout court, mais si on vit nettement plus longtemps, on peut concevoir de travailler un peu plus longtemps. Donc ça, sur ce point-là, vous êtes d'accord avec la réforme des retraites du gouvernement? Avec une nuance qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes à qui on demande des sacrifices. Parce qu'en réalité, le gouvernement, il demande finalement à beaucoup de Français de travailler plus longtemps, mais dans le même temps, vous avez les assistés. Vous avez l'assistanat qui se généralise. Vous avez les régimes spéciaux auxquels ils n'osent pas toucher. Les régimes spéciaux qui, pour certains, sont tout à fait scandaleux. Il y a des caisses autonomes qui fonctionnent bien, je pense à celle des professions libérales. Il y a des régimes spéciaux qui peuvent se justifier, la pénibilité, celui des marins-pêcheurs, celui des militaires qui est lié à leur statut particulier, bien sûr. Mais il y a quand même des régimes spéciaux, je pense à EDF, je pense à la RATP, je pense à la SNCF, qui ne sont pas acceptables. Et on ne peut pas faire une réforme comme celle-là, demander l'assentiment des Français et en même temps créer une injustice aussi flagrante. Donc on ne peut pas demander
toujours aux mêmes, les classes populaires, les classes moyennes, voilà, de faire des efforts, des sacrifices supplémentaires, de travailler plus longtemps, par exemple, et dans le même temps d'avoir un système d'assistanat, de fraude sociale généralisée, d'immigration incontrôlée, qui vient plomber nos comptes publics et nos comptes sociaux. Justement, vous parliez du système par répartition versus, entre guillemets, système par capitalisation, parce que dans une tribune du JDD ce week-end, on a un collectif d'économistes, notamment emmené par le patron de la CPME, François Asselin, qui propose de généraliser, d'une certaine manière, les dispositifs de capitalisation collective, alors qui est une des branches, entre guillemets, ou en tout cas une des options du système par capitalisation, en complément, disent-ils, d'un système de répartition. Ils citent notamment quelques exemples de caisses de retraite, celle des pharmaciens notamment. Qu'est-ce que vous regardez là-dedans? Est-ce que ça vous intéresse finalement, ou est-ce que vous dites finalement, il faut proposer aujourd'hui à tous les Français, peut-être aussi y compris ceux qui ne le peuvent pas, de faire un peu de capitalisation? Vous savez, nous, à Reconquête, on est attaché aux libertés économiques. Et je pense que derrière ce débat de la réforme des retraites, il y a une question fondamentale, c'est la valeur travail. On a dénigré le travail dans notre pays. On a dit aux Français qu'il fallait travailler le moins d'heures possible par semaine. C'était la réforme des 35 heures de Martine Aubry. Vous avez la gauche politique ou syndicale qui vous explique qu'il y a un droit à la paresse, sauf que le drame, c'est que le droit à la paresse des uns est quand même payé par le travail des autres. Donc on voit bien qu'il y a un dénigrement méthodique du travail. Et donc il faut réhabiliter le travail en tant que valeur. Maintenant, mais ça, c'est un peu le message d'Emmanuel Macron, si je peux me permettre. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il le fasse de la bonne manière. Oui, il l'annonce, il le claironne, il dit beaucoup de choses, mais ça ne se traduit pas par des actes. Encore une fois, il faut mettre fin aux injustices, mettre fin à l'assistanat. Il ne le fait pas. Mettre fin à la fraude sociale, il ne le fait pas, il n'ose pas y toucher. Sur la capitalisation, pour vous répondre, beaucoup de Français le font déjà, en réalité, la capitalisation. C'est de la capitalisation volontaire, ceux qui en ont les moyens. On va acheter un appartement pour faire des revenus locatifs, on va placer de l'argent lorsqu'on est en situation de le faire. Mais c'est vrai que c'est une petite catégorie, souvent, qui parvient, parce qu'elle a des revenus un peu plus importants que la moyenne, à capitaliser. On pourrait mettre en place un autre système qui est une sorte de capitalisation obligatoire, qui serait le complément d'un système de... On fait quoi? On ponctionne sur les salaires davantage? Pas fonctionner davantage, mais peut-être que ventiler une partie de ce qui est aujourd'hui introduit dans le système par répartition en capitalisation. Vous savez, je pense que beaucoup de Français ont le même réflexe quand ils voient la feuille de paye. Ils voient la différence entre le brut et le net. Ils voient donc l'ensemble des charges, des cotisations sociales et notamment les cotisations en retraite. Ils voient que c'est des sommes très importantes. 500, 800, 1000, 1500 euros par mois. Et beaucoup se disent légitimement, mais en fait, moi, cet argent, je pourrais l'utiliser bien mieux que le mettre à fond perdu dans le système par répartition qui fonctionne mal ou dont on sait qu'il permet aussi la prise en charge d'un certain nombre de gens donc qui ne travaillent pas et qui ne veulent pas travailler. Peut-être avoir un système qui est plus responsabilisant, qui consiste à maintenir le système de retraite par répartition, mais d'ajouter à cela la possibilité de capitalisation obligatoire et de ne pas enfermer les Français dans un système exclusivement par répartition. Marion Maréchal sur BFM TV, une de vos collègues, vice-présidente de Reconquête également, dit comprendre l'exaspération des Français, justement, à propos de leur défiance sur cette réforme. Quand on voit effectivement le rejet de l'opinion sur ce texte, est-ce qu'on peut à la fois, j'allais dire, défendre un recul du départ de l'âge légal, ce que vous faites, et en même temps comprendre l'opinion, l'exaspération des Français? Oui, bien sûr. Moi, je pense que les Français ne sont pas idiots. Ils savent très bien, ils sont critiques, légitimement, sur les grandes orientations politiques d'Emmanuel Macron. 67% des Français qui sont opposés à la réforme aujourd'hui, ça veut dire qu'il y en a seulement 33 qui sont d'accord avec vous? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent la réforme ne réglera rien. Et ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. Parce qu'en réalité, on se focalise exclusivement sur cette durée de cotisation. Moi, je crois que les Français c'est un peuple travailleur qui est prêt à beaucoup de sacrifices. Ce qu'ils ne supportent pas, et c'est normal, c'est l'injustice. Et donc, mettons fin aux régimes spéciaux qui ne sont pas légitimes. Mettons fin à l'assistanat, mettons fin à la fraude sociale, mettons fin à l'immigration anarchique incontrôlée. Tout ça plombe nos comptes publics, plombe nos comptes sociaux. Si on est capable de mettre de l'ordre, ensuite on pourra, et si c'est nécessaire, demander aux Français de travailler un petit peu plus longtemps. Là, ils l'accepteront. Dans le contexte actuel, où Emmanuel Macron ne fait qu'une petite réforme paramétrique, sans prendre aucun risque, pour satisfaire sans doute quelques puissances économiques et surtout la Commission européenne qui le lui réclame, eh bien je crois que ce n'est pas très sérieux, pas très responsable. Pourquoi? Parce que cette réforme, en réalité, on sait que dans 5 ans, dans 10 ans,
eh bien, il y aura un autre gouvernement et un autre président de la République qui va nous dire « Ah ben voilà, comme on n'a pas réglé le problème de l'emploi, comme on n'a pas réglé le problème de la natalité et comme on n'a pas réglé le problème de la fraude et de l'assistanat, on va être obligé à nouveau de reculer l'âge de départ à la retraite et on passera de 64 à 66 ans. » Eh bien, je crois que cette fuite en avant, il faut la refuser, il faut remettre à plat totalement le système, le remettre intégralement et à la fin, une fois qu'on a trouver le chemin de l'emploi, trouver le chemin de la natalité, lutter contre la fraude, on pourra en effet mettre une augmentation de durée de cotisation si c'est nécessaire. Justement, je disais, 2 tiers des Français qui sont plutôt opposés à la réforme, 68% qui soutiennent le mouvement de contestation. Est-ce que, j'allais dire, d'un point de vue peut-être un peu plus politique aujourd'hui, notamment pour Reconquête, est-ce que c'est une bonne opération finalement d'être aligné sur le sujet de cette réforme avec le gouvernement, les 64 ans? Vous venez d'ailleurs de nous dire qu'il faudra peut-être faire un peu plus. Vous n'êtes peut-être vous-même pas assez ambitieux. C'est pas moi qui dis ça. Je dis simplement que c'est ce qu'ils nous diront, faute d'avoir été capable de poser les vrais problèmes. C'est ce qu'a dit le corps jusque-là, notamment. Oui, mais en réalité, ils n'ont pas d'autre solution parce qu'ils sont incapables de régler les grands problèmes. Est-ce que politiquement, c'est une bonne opération pour vous, malgré tout? Vous savez, en politique, vous savez, on peut regarder uniquement l'état de l'opinion, le sondage du moment, l'émotion du moment. C'est pas avec ça qu'on trace une vision pour la France et pour le peuple français. Moi, je suis convaincu que les Français sont un peuple très intelligent, très politique, comprenant les enjeux. Le rejet de la réforme, c'est d'abord le rejet d'Emmanuel Macron et de sa politique, et c'est le rejet d'une réforme. Malgré tout, qu'est-ce que ça vous apporte en termes de force politique, en termes de participation dans ce débat, justement? Moi, je crois que c'est important de poser le problème de fond. Est-ce qu'on veut des mécanismes de mutualisation et donc de solidarité entre les Français, une solidarité intergénérationnelle, pour dire les choses simplement, puisque ce sont les cotisants d'aujourd'hui qui payent les retraites de ceux qui ont travaillé hier, et c'est sur le principe, un bon système, mais à condition, encore une fois, que le gouvernement soit capable de mettre de l'ordre dans notre pays. Mais clairement, la question pour moi, surtout, c'était de vous dire, est-ce que finalement, aujourd'hui, Reconquête est capable de peser dans ce débat en n'ayant pas un député aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Ils servent les députés à l'Assemblée nationale? Absolument rien. Voilà, c'est de l'esbrouf, de l'agitation. Alors, certains essayent de faire leur travail. Il y a quand même quelques textes qui ont été rejetés, là. Oui, d'accord, mais quelques on voit articles bien, sur la réforme des retraites. Le débat à l'Assemblée nationale sur la retraite a été assez indigent. Beaucoup d'agitation, des petits effets de manche, des petites manœuvres, des techniques d'obstruction dont la NUPES est la grande spécialiste. Et finalement, ils rendent service à Emmanuel Macron parce qu'on échappe au vrai débat de fond qui aurait pu être possible. Ce n'est pas le gouvernement qui a souhaité le débat de fond. Mais les députés auraient pu imposer le vrai débat sur les grands enjeux qu'on vient d'évoquer. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en essayant de supprimer un certain nombre des 20 000 amendements qui étaient proposés par la NUPES notamment. Mais justement, vous qui êtes un ancien cadre notamment du Rassemblement national, comment est-ce que vous regardez la stratégie politique de Marine Le Pen sur ce sujet? Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous adhérez d'une certaine manière à ce scénario qui dit, la tactique de, on va dire, l'opposition responsable au gouvernement? Est-ce que vous adhérez à ce scénario-là? Comment vous regardez un petit peu ce qui a été dit là-dessus? C'est plus l'opposition inaudible que l'opposition responsable, objectivement. Quand on regarde les 89 députés du RN, j'en connais un certain nombre, j'ai de la sympathie pour eux, c'est pas la question. Mais ils ont été inaudibles parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils défendent. Marine Le Pen, à une époque, parlait de la retraite à 60 ans, Urbi et Orbi, il ne fallait pas y toucher. On sait qu'ils sont contre les 64 ans, en tout cas. Aujourd'hui, en réalité, elle propose un système qui aboutit en pratique à une retraite à 63 ou 64 ans. Donc il y a assez peu de différence avec ce que propose Emmanuel Macron. Elle ne propose pas très clairement la suppression des régimes spéciaux qui ne sont pas légitimes. On ne l'a pas entendu sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a un petit calcul électoral derrière tout ça, une clientèle qu'elle ne veut pas froisser. Donc finalement, en réalité, la plupart des partis politiques sont inaudibles. La NUPES en raison de ses excès, LR parce qu'ils sont les supplétifs de Macron, et le RN parce que entre leur position passée et leur position actuelle, plus personne ne comprend rien. Mais est-ce que c'est pas finalement, alors pardonnez-moi pour le terme, une forme d'incohérence que d'avoir deux partis d'extrême droite qui ont une vision radicalement opposée sur ce sujet de la réforme des retraites? D'abord, on n'est pas d'extrême droite, et ensuite, si moi j'ai quitté avec Marion Maréchal et un certain nombre d'autres le Rassemblement national, c'est justement qu'on avait des désaccords, notamment sur les questions économiques et sociales. Moi, je suis attaché aux libertés, à la liberté d'entreprendre, aux libertés économiques, à une baisse de la fiscalité, moins d'État,
ou en tout cas un État qui assume ses fonctions régaliennes, mais qui arrête de paralyser l'activité économique de notre pays. Sur un certain nombre d'autres sujets, sur les questions de société, j'ai également des différences. Marine Le Pen a plus une différence de degré que de nature avec Emmanuel Macron sur les questions de société, sur la PMA, sur le mariage homosexuel. Voilà. Nous, on assume une vision plus conservatrice. Voilà, donc on a des désaccords de fond. Ça n'empêche pas d'avoir aussi des constats communs. Moi, j'ai été longtemps des dirigeants et un parlementaire du Rassemblement national. Et je ne renie rien de ce que j'ai dit ou de ce que j'ai fait. Hein. Mais il y a des vraies différences. Et ce débat sur les retraites, finalement, il montre un Rassemblement national qui prétend être l'opposition principale à Emmanuel Macron, mais qui est totalement inaudible dans ce débat. Deux petites questions avant de se quitter. La première, on a compris que vous n'allez pas les manifester le 7 mars prochain, a priori. C'est là donc la journée donc, choisie par les syndicats pour le sixième jour de mobilisation. Des syndicats qui veulent durcir le mouvement et contre toute attente des Français qui effectivement soutiennent ces manifestations et prêts peut-être d'une certaine manière à en subir les conséquences. Est-ce que ça vous étonne ? Je pense qu'il y a une majorité de Français qui rejettent la politique d'Emmanuel Macron et qui sont en désaccord avec cette réforme qui leur semble injuste et incomplète. Mais c'est aussi des Français qui ne veulent pas travailler plus longtemps. Je suis pas sûr. Oui, mais on peut le comprendre. Encore une fois, s'ils ont le sentiment d'être les seuls à devoir faire un sacrifice que d'autres ne font pas, ça se comprend. Mais je ne crois pas qu'il y ait un soutien aux mouvements syndicaux. Je pense qu'on a des syndicats qui sont sclérosés, qui ne sont pas représentatifs. Il y a 7% des salariés français qui ont... On a quand même une bonne image là. On a des syndicats unis, on a des manifestations qui sont franchement pour l'instant très bien passées. Oui. Ça va mieux ça. Oui, on peut dire que le mouvement syndical joue son rôle. C'est normal d'ailleurs qu'il y ait des manifestations, qu'ils s'expriment, bien sûr. Mais très souvent, il faut le dire, et on le voit par exemple avec les blocages dans les raffineries, etc., on voit bien qu'il y a des syndicats de gauche et d'extrême gauche, je pense à la CGT notamment, qui défendent des petits intérêts corporatistes, qui prétendent défendre les classes laborieuses, ce qui n'est absolument pas le cas, elles s'en fichent éperdument, et qui ont une spécialité, c'est de paralyser le pays et de faire une opposition, une fausse opposition au gouvernement. C'est-à-dire une opposition finalement beaucoup plus conciliante qu'elle n'y paraît, puisque cette gauche syndicale et cette extrême gauche syndicale notamment, par ses excès, rend un immense service à Emmanuel Macron. Et pour terminer, puisqu'on est dans les syndicats, en début de mois, on apprenait que patronat et syndicats étaient parvenus à un accord sur le partage de la valeur en entreprise, avec une forme d'obligation pour les sociétés de 11 à 50 salariés de distribuer de l'épargne salariale, à partir notamment d'un certain seuil de bénéfices. Plus intégrer les participations salariées, ça fait partie de votre programme chez Reconquête. Qu'est-ce que ça dit de la société, de son évolution, et est-ce que là, pour le coup, vous dites merci les syndicats ? Oui, bien sûr, mais encore une fois, moi, je n'ai pas d'hostilité de principe aux syndicats. Hein. Il y a même des syndicats qui mènent une action très raisonnable, modérée. J'ai cité la CGT, ce n'est pas le cas. Mais il y en a d'autres, je pense à la CFTC notamment, qui mènent, ou même la CFDT sur un certain nombre de sujets, qui mènent à une action syndicale qui, je pense, est bénéfique. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu. C'est aussi, si on veut défendre la valeur travail, il faut évidemment que le travail soit rémunérateur, qui permette à chacun de s'épanouir, de s'accomplir dans son activité professionnelle. Et donc, être intéressé au chiffre d'affaires d'une entreprise, prendre des participations dans une entreprise, c'est à la fois valoriser le travail, bien sûr, mais c'est aussi rétablir une culture d'entreprise et une stabilité dans les entreprises, un peu à rebours de ce qui s'est passé ces dernières décennies, où finalement le plan de carrière classique, ça consiste à changer d'entreprise parfois tous les 6 mois ou tous les ans, et ça doit pouvoir exister, hein. Je suis attaché aux libertés dans ce domaine aussi, mais je veux dire, je ne pense pas que ce soit un modèle à valoriser et à promouvoir. Et donc, créer des conditions pour que les salariés soient impliqués dans leur entreprise, prennent des participations, deviennent actionnaires de leur entreprise dans des proportions plus importantes que ce qui existe aujourd'hui, je pense que c'est bien. Nicolas Bay, merci d'être venu nous voir aujourd'hui sur Boursorama. Je rappelle donc que vous êtes vice-président du parti Reconquête dans Ecorama sur Boursorama.